Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez débuté votre carrière de l'autre côté de la Manche avant de traverser l'Atlantique avec un long détour par la France. Des vagues d'applaudissements vous ont accueilli tout au long d'une carrière unique que je vais avoir le privilège d'évoquer aujourd'hui avec vous sur Sud Radio. Bonjour Petula Clark. Bonjour, comment ça va? Ah bah très bien. Et ça fait un moment, on ne s'est pas vu. Oui, exactement, mais vous êtes toujours pimpante, joyeuse. Moi, je ne sais pas. Mes cheveux ont poussé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, ça vous va très bien. Pas trop long? Non, ça va encore. Ok. Voilà. Okay. En tout cas, moi, je peux pas parler de cheveux. Avec ce que j'ai. Alors, le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. En plus, United Foundation a sorti Valentine Day Concert au Royal Albert Hall, un concert extraordinaire qu'on va évoquer tout à l'heure, qui s'est passé à Londres. Mais encore une fois, on va évoquer votre carrière à travers des dates qui ont été importantes pour vous, des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Petula Clark, c'est le 24 novembre 1958. C'est votre première télé en France avec cette chanson. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Vous êtes à la télévision dans une émission qui s'appelle La Clé des Champs et il y a Robert Hirsch face à vous, muet. Vous en souvenez ? Vaguement. Vous savez, c'est loin tout ça. Hein? Oui. C'est un petit peu, comment on dit ça, misty oui. en français. C'est loin. Mais je me souviens de cette chanson. Et cette chanson, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a toujours donné cette chanson à Dalida, alors que vous l'avez créée avant vous. Voilà, oui. Ah, Dalida. Parce que j'aimais bien cette fille. Oui. Ah oui. Mais finalement, les grandes chansons, Je pars, l'histoire d'un amour, oui. Vous les avez chantées avant elle? Absolument. En fait, je suis venue en France grâce à Dalida. Oui. Parce que je parlais pas un mot de français, ça m'intéressait pas, je comprenais pas. La musique française était un peu compliquée pour moi. Alors, on m'appelait tout le temps à Londres. Il faut absolument venir à Paris chanter à l'Olympia. Mais qu'est-ce que c'est l'Olympia? Qu'est-ce que c'est tout ça? Non, il faut venir parce qu'il y a une fille qui copie vos chansons. Et je dis, mais pourquoi pas? Je suis ravie pour elle. Elle a du succès. Comment elle s'appelle cette fille? Dalida. Oui. Alors, j'ai refusé de venir. Je ne voulais pas me trouver sur scène à Paris en parlant pas un mot de français comme ça. Mais éventuellement, je suis venue. C'était pas facile, mais ça a complètement changé ma vie, bien sûr. Bien sûr. Alors, vous êtes né près de Londres, je crois, à Ewell. Ewell. Oui. Pardon mon anglais. et votre père et votre mère étaient infirmiers dans un hôpital à Epsom, je crois. C'est vrai ça. Oui. Bravo. Et c'est vrai qu'Epsom est célèbre pour son derby de chevaux, non? Il y a des chevaux, il y a les courses, le derby. Oh, oui, à Epsom, absolument, oui. Parce que quand on dit « je suis né à Ewell », les gens me regardent quoi? Qu'est-ce que dit Ewell? Même en anglais, Ewell, qu'est-ce que c'est? Mais si je dis Epsom, tout le monde sait ce que c'est, Epsom. C'est une course qui existe depuis 1780. Oui. Alors, il se trouve que votre père aurait voulu être acteur. Il ressemblait, je crois, à Errol Flynn, Petula Clark. Il était très beau, mon père. C'est vrai. Et il avait envie d'être acteur, mais ses parents étaient complètement contre. Et il a quitté la maison quand il avait 17 ans pour jouer avec une troupe qui voyageait comme ça. Mais ses parents l'ont rattrapé. Et il a toujours voulu faire quelque chose dans ce métier. Bon, il n'a pas pu. Mais quand il a entendu sa petite fille, ça c'est moi, qui chantait dans la maison, il dit oui, c'est pas mal ça. Et il est devenu plus ou moins mon manager. Mais c'était très amateur. Hein. Bien sûr. Alors, je crois que vous avez commencé à chanter dans les églises et qu'ensuite, pendant la guerre, vous êtes allé au studio de la BBC chanter. Oui, j'ai chanté beaucoup pour la BBC. C'était pour les soldats, bien sûr, et puis éventuellement pour le grand public. Je suis devenue un genre
vedette, plus ou moins. Il y avait une autre petite fille qui faisait plus ou moins la même chose. C'était Julie Andrews. Exactement. Et on faisait pas mal de spectacles ensemble. Oui, et alors vous faisiez passer, je crois, à travers des chansons, des messages codés à la résistance. On m'a dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai. J'aime bien cette histoire. Parce que parfois, je chantais et puis je lisais les messages pour les soldats. Tout va bien à la maison, ne vous inquiétez pas, blablabla. Mais on m'a dit qu'en fait, c'était codé. Il y avait... C'est exactement. Oui. C'est C'est extraordinaire. excitant, ça, non? Et puis vous êtes devenu l'idole des militaires, la mascotte. Vous faisiez plein de c'est galas vrai. pour les militaires. C'est vrai. C'est vrai. Bon, moi, j'étais une jolie petite fille qui chantait pas mal et je suis devenue mascotte, oui. Et il y a Et eu j'avais une uniforme aussi. aussi Oui. un uniforme d'enfant à votre taille. Oui. Et vous avez fait un gala au Royal Albert Hall de Londres à l'époque, et vous étiez tellement peu ému que vous lisiez une bande dessinée avant le spectacle. Absolument vrai. J'avais pas de nerfs du tout. C'est typiquement l'enfance. Oui. J'étais là, derrière, dans les coulisses, je lisais ce truc, et puis on m'a tapé sur l'épaule, Pétula, c'est à vous maintenant. Bon, je ferme mon truc, je vais sur scène devant ce public. C'était 6000 personnes. J'ai chanté mes 2 petites chansons, et puis je retourne vers Votre livre. Voilà. Il se trouve qu'il y a une bande dessinée qui s'appelle Radio Fun, qui raconte ces oui. années-là. C'est vrai? Oui, oui, oui. Vous êtes présentée comme la joyeuse imitatrice de la radio. Oui, parce que je faisais les imitations aussi. J'étais un peu... quand je parle de ça maintenant, ça me fait un peu rire, mais... Oui, c'est vrai, j'étais une vedette à cette époque. Vous étiez l'équivalent de Shirley Temple à l'époque. Oh, oui, le Shirley Temple, c'était beaucoup mieux. Hein. Et elle avait, comme on dit ça, les dimples. Oui. Les bajoux, elle avait les joues. Oui, elle était beaucoup plus mignonne et puis c'était merveilleuse, Shirley Temple. Et il se trouve aussi que vous avez commencé à faire du cinéma et je crois que vous avez tourné 25 films entre 10 et 20 ans. Oui, parce que j'étais sous contrat de Rank Organization. Et oui, j'étais dans beaucoup de films, des bons et les mauvais. Mais le cinéma a été très bizarre. J'avais l'habitude de chanter sur scène devant les gens, devant le public. Et il y avait cette chaleur que j'aime toujours d'ailleurs. Mais au cinéma, c'est beaucoup plus froid, c'est beaucoup plus technique. Oui, et en même temps, un jour, vous avez chanté devant Winston Churchill, je crois. Devant Winston Churchill, qui était... oui, apparemment, oui. Je ne l'avais pas rencontré, mais il était dans la salle. C'est incroyable. Oui. Alors, le cinéma, ça a commencé avec des petits films. Je crois que le premier, c'était Le Général mérite la médaille. Et je crois que vous avez échangé votre premier baiser de cinéma avec Alec Guinness, Pétula Clark. Oui, oui, oui. C'est vrai? Oui, c'était assez... il n'y avait pas beaucoup de passion. De passion, oui. Mais il était absolument charmant. C'était le premier baiser sur le cinéma pour lui et pour moi. Incroyable. Alors, on était tous les deux nerveux. Mais après tout, c'était Alec Guinness. Exactement, et on sait la carrière qu'il a fait après. Alors, il se trouve aussi qu'à 20 ans, on continuait à vous faire jouer des petites filles. C'est ça, et vous n'aimiez pas Pétula Clark. Avec le cinéma, on vous obligeait à ne pas fréquenter de garçons, à être encore une petite fille. Oui, je pense que je valais beaucoup plus pour le cinéma comme enfant que adolescent. Les adolescents à cette époque, c'était quelque chose un peu... Oui, il faut les cacher parce qu'ils ont des boutons, ils sont... C'est pas très attirant. Et même Shirley Temple était cachée pendant un moment et elle est revenue comme jeune femme. C'était pas très facile. L'adolescence, pour moi, n'était pas facile. En même temps, vous avez à ce moment-là commencé à chanter, vous avez commencé à faire vos premiers disques. C'est vrai, oui. J'ai travaillé beaucoup pendant toute mon enfance. C'était pas du travail pour moi parce que j'ai aimé ça. J'ai toujours aimé chanter. Maintenant aussi, j'aime chanter.
C'est une sensation très profonde pour moi, chanter. Et c'était même enfant. Alors, la première fois, en fait, que j'ai chanté devant les gens, c'était dans une chapelle en Pays de Galles. Oui. Parce que ma mère était galloise. Et quand les choses étaient un peu difficiles à Londres avec les bombardements et tout ça, on allait en Pays de Galles où c'était un peu plus calme. Et la montagne et tout ça. Et j'ai parlé gallois. C'était un moment dans ma vie où j'ai commencé à comprendre la musique. Et j'ai chanté devant une congrégation, Oui. en chapelle, et ça, c'était merveilleux. Je crois que votre mère vous a donné des leçons de solfège. Elle vous a appris la musique. Pas vraiment. Ma mère était très timide. Elle était très galloise. Elle avait une très jolie voix. Mais la chanson était, pour moi, c'était une chose naturelle. J'ai jamais eu les leçons, jamais. Et votre premier disque comme professionnel, c'est cette chanson. Sweetest little fella, everybody knows. Mighty Like a oui, Rose. Oui, ça c'est la chanson que j'ai chantée pour la BBC. C'était une émission pour les soldats. Oui. C'était pas pour l'Angleterre, c'était pour les soldats. Et il y avait les enfants qui pouvaient venir au studio dire « Hello, Papa, hello, Daddy, on va bien, on se fait... » Et j'ai fait ça. Et pendant les répétitions, il y avait une énorme air raid, les bombardements. Ça s'est passé dans un théâtre qui s'appelle le Criterion, qui est toujours là. Et la BBC avait pris cet endroit parce que c'est sous terre. Et c'était comme un abri, avec les trucs de sable, des trucs partout. C'est extraordinaire, mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez repris cette chanson ensuite. Vous l'avez souvent chantée, cette chanson qui était la première chanson. C'était ma première chanson à la radio, oui. Vous pensiez à l'époque que vous feriez une telle carrière? Oh non, je pensais à rien. Je ne savais pas ce que c'était une carrière. C'était pas important pour moi. L'important, c'était de chanter. Ça me faisait plaisir. Et je voyais ça faisait plaisir aux autres. Oui. C'est tout. Et je crois que pendant la guerre, vous avez donné plus de 500 représentations. C'est vrai. J'ai fait beaucoup de spectacles pour les soldats. Et puis, on voyageait dans les trains, spécialement où il n'y avait pas de lumière. C'était très secret. Et on ne savait pas où on allait. Hein? Et on arrivait dans les camps. Et puis, on faisait les spectacles. Pas seulement pour les Anglais, mais il y avait quelques Français quand même, les Free French. Il y avait les Canadiens, les Américains. C'était notre job pendant la guerre. Et puis la guerre s'est terminée, et puis vous avez chanté en Angleterre et ensuite en France. Et on va l'évoquer à travers une autre date importante pour vous, le 31 mars 1965. À tout de suite sur Sud Radio avec Petula Clark. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, avec une invitée exceptionnelle, Petula Clark, de passage en France. C'est vrai qu'on vous voit pas beaucoup en France. C'est vrai. Pas assez. Bon. Je me retrouve à Paris et c'est vraiment... C'est tellement beau. Il y a quelque chose en moi qui revive un peu. Oui. Oui. Vous aimez finalement la France. Je l'adore. Alors, la France vous aime, et le 31 mars 1965 est un jour important parce que c'est le jour où, pour la première fois, vous recevez les bravos du Music Hall avec Jacques Brel et Raymond DeVos, et le trophée vous est remis par Charles Aznavour. Vous en souvenez? Oui, je me souviens très bien. Et DeVos me faisait rire. C'était quelque chose, hein. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de comiques qui me faisaient rire. Parce que les Anglais ont un autre sens du humour. Oui. Mais DeVos, oui. Et bien sûr, Aznavour. Il était absolument gentil. Je me souviens, la première fois que j'ai chanté à l'Olympia, j'ai reçu un télégramme et c'était signé « Merde, Aznavour ».
Je dis, mais merde, ça c'est pas très poli, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il fallait m'expliquer, bien sûr. Ça veut dire bonne chance, blablabla. Alors, il se trouve que la France, ça a commencé justement grâce ou à cause de Dalida, car vous avez participé à un musicorama de Lucien Maurice sur Europe numéro 1, qui était à l'époque le fiancé de Dalida, et vous avez accepté après avoir hésité, Petula Clark. J'ai accepté, mais j'étais pas très en forme. J'avais un rhume anglais qui coulait. Et ma voix était comme ça. Et je suis allée chez un médecin, la porte s'ouvre, il y a un monsieur qui ressemble à Napoléon. Mais vraiment, les cheveux et tout. Et puis, dans la salle d'attente, il y avait les instruments anciens de médicage et tout. Mais qu'est-ce que c'est, cette histoire? Alors, il était très charmant, et puis touché, comme il a dit, OK, il m'a fait une ordonnance. On est allé, je parlais pas un mot de français, hein. On est allé à la pharmacie. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ce sont les suppositoires. Et je dis, mais j'ai mal à la gorge. Mais qu'est-ce que je fais? Je les avale ou quoi? Non, c'est pas exactement ça. Il fallait qu'on m'explique. Alors j'étais je me suis dit, mais ce médecin Napoléon, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais en fait, ça a marché. Il est devenu notre médecin de famille. Incroyable. Oui. Alors, il se trouve que ce musicorama a été un triomphe, que le lendemain, la maison de disques Vogue vous appelle pour vous proposer un contrat. Ah, oui. Dans les bureaux de Vogue, la maison de disques, j'étais là avec le boss. Et puis il me parlait, il me dit, vous avez vu le succès d'hier? Il parlait en anglais, bien sûr. Il faut absolument venir ici. Je dis, mais j'ai un gros rhume, je veux rentrer chez moi, je me sens pas bien. Il dit, mais il faut revenir chanter en français. Je dis, mais je ne parle pas le français, c'est trop difficile. Et puis, hop, soudain, il n'y avait plus de lumière dans son bureau. Beaucoup de fumée, bien sûr, parce qu'il fumait énormément, ce monsieur. Et puis, il dit, il y a ce jeune garçon qui arrive dans la pièce, qui se met sur la table, qui change l'ampoule. Il dit, c'est qui ça? Et le chef, il dit, ça c'est Claude Wolf, c'est notre public relations. Alors, si vous venez ici chanter, c'est lui qui va s'occuper de vous. Voilà. Alors, je me suis dit, ça change tout. Alors, 2 semaines plus tard, je suis revenue à Paris avec un très mauvais disque en français, mais c'était pour voir Claude Wolf. Que vous avez épousé le 8 mai 1961. Exactement. Alors, il faut savoir que Claude Wolf a organisé une chose extraordinaire. Et pour la promotion des disques Vogue, il a fait un concert au Palais des Sports avec les jeunes, dont Johnny Hallyday. Absolument. Et c'est le jour où on a soi-disant cassé les fauteuils alors qu'il y avait des barrières. On a lancé les barrières et ça a été le premier concert de rock à scandale à Paris. Oui, Claude est assez fier de ça. Oui, il peut être fier parce que tout le monde était contre le rock and roll. Hein. À la radio, vous savez aussi bien que moi, on ne voulait pas passer le rock and roll. Et voilà. Alors, à l'époque, vous ne parlez pas français, Petula Clark, et les premiers disques, vous les enregistrez phonétiquement. Oui. Ça se passe comment? Mais ça se passe... bon, il y avait quelqu'un qui recitait les paroles pour moi. Alors, j'écrivais ça dans presque un autre langage. Et en fait, ça sortait, quand je chantais, ça sortait pas trop mal. Mais ça ne pouvait pas durer comme ça. Petit à petit, j'ai appris le français, mais j'ai jamais pris les leçons. Ma sœur, par exemple, parle le français beaucoup mieux que moi parce qu'elle était au lycée français à Londres. Mais moi, j'ai tout ce qui était argot et tout ça. Par exemple, il y avait une chanson qui était faite pour moi avec Boris Vian. Voilà. Il m'avait fait tous les deux une chanson
en argot. C'était le Java pour Pétula. Alors, je lisais ça. J'ai lisé ça pour ma sœur, qui parle très bien le français. Elle a dit, mais ça, c'est pas vraiment le français. C'est de l'argot, c'est du slang. Alors, ça, c'était difficile. Alors, il y avait la femme, à ce moment-là, Jacqueline, qui était la femme de Henri Salvador. Henri Salvador, une petite femme extraordinaire d'ailleurs. Elle avait toujours les robes coupées jusqu'au nombril, comme ça, et les chapeaux bizarres. Elle était égyptienne. Elle roulait les airs comme ça. Alors, j'ai étudié ses paroles avec elle. Alors, pas seulement il y avait mon accent anglais, mais il y avait l'accent égyptien aussi. C'était assez curieux. Et Henri Salvador a dit de vous un jour, Petula Clark, elle est le champagne de la chanson française. On ne l'écoute pas, on la mange des yeux. C'est une rose qui chante. Ouh. Car vous avez fait, je crois, un premier Olympia avec Henri Salvador. Oui, j'adorais Henri était fantastique. Il avait un talent énorme, pas seulement comme il était drôle, mais jolie voix quand il chantait. Alors, il se trouve qu'à l'époque, le premier de vos succès, une chanson qu'on écoute encore aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est vrai que vous devenez à l'époque la copine des copains, vous passez au hit parade de Salut les copains, ce que vous n'imaginiez pas, Petula Clark. Non, tout ça a été le mystère pour moi. J'étais vraiment... Pour moi, c'était pas facile d'être à Paris. J'aimais la ville, j'aimais tout ça, parce que c'est encore une ville magnifique. Mais tout le monde parlait tellement vite, et il y avait très peu de gens qui parlaient anglais. Ah, j'étais vraiment un peu perdue. Mais cette chanson, elle avait quelque chose, elle a toujours quelque chose. Et je l'ai chantée en anglais, bien sûr. Et même dans d'autres langues, car vous avez chanté en Allemagne, oui. Partout. Oui. Oui. Et il se trouve en plus qu'il y a une chose très particulière, il y a une autre chanson, et vous avez été le pionnier de ce qu'on n'appelait pas encore les études de marché, puisque vous avez présenté cette chanson au Golfe Drouot pour connaître l'opinion des habitués. Cette chanson-là. Je me sens bien auprès de toi. J'ai l'impression d'être en vacances, même quand tu dis rien. Tu fais rien, je suis bien. Alors c'est vrai que vous l'avez chantée au Golfe Drouot, cette chanson. Oui. J'aimais bien cette chanson. Tout ça a été enregistré à Londres. À cette époque, presque tout était enregistré dans les studios à Londres. Et vous reveniez à Paris pour faire la promotion, mais les Anglais étaient fiers de vous, car vous étiez l'Anglaise qui a réussi à Paris. Oui, ils étaient fiers, mais ils ne comprenaient pas très bien. Et après 2 ans de vie en France, j'avais pris l'habitude de parler en français, ok? Et je t'ai invité de faire une émission un peu comme l'émission qu'on fait aujourd'hui avec un grand monsieur très connu à la télévision. Hello, well, Petula, how are things going? Ok. Et j'étais coincée. Je ne trouvais pas les mots en anglais. C'était très, très difficile. En plus, je commençais à bouger les mains comme ça. Les gens pensaient que j'étais un petit peu folle. Hein? Mais il y a eu d'autres moments importants dans votre vie. Et il y a une date aussi qui est importante, et on va en parler. C'est le 9 octobre 1968. À tout de suite sur Sud Radio avec Petula Clark. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, une invitée exceptionnelle, Petula Clark, de passage à Paris. On a évoqué vos débuts et j'ai trouvé une date très importante. C'est le 9 octobre 1968, la sortie de ce film. La Vallée du Bonheur avec Fred Astaire. Ah oui. Finian's Rainbow. Exactement. Oui. Et c'est le dernier film musical de Fred Astaire. Oui.
Ah, c'était merveilleux. Travailler avec lui, c'était vraiment un énorme plaisir. C'était dirigé par Francis Coppola. Oui, qui débutait. Oui, c'était le début pour lui. Et le troisième assistant était George Lucas. Absolument. Qui débutait. Pas mal, hein? Comment vous êtes arrivé dans cette aventure, Petula Clark? On m'a demandé. Ça commence comme ça. On m'a demandé et puis je ne pouvais pas refuser. En plus, la musique était déjà très connue. Cette pièce était très connue. Et c'était pas facile à faire, ce film. Et Francis était très réaliste. Il arrive de San Francisco avec George Lucas, barbe, beaucoup de cheveux, un peu hippie, quoi. Et ce film, c'est un genre de mélange de fairy tale, un truc, c'est des choses un peu farfelues, plus le problème raciste. Tout ça est mélangé dans ce film. Pas facile, mais croyez-moi, on s'est amusé comme des fous pendant le tournage. Et Fred Astaire, justement. Ah, je l'adorais. On s'aimait beaucoup. Et puis, on était partis un jour pour faire les extérieurs avec Francis. Francis aimait beaucoup chanter. C'est un Italien, quand même. Oui. Et il y avait Fred et moi derrière. Et Fred, il chantait, je chantais. Et on était vraiment comme des enfants. Il était aussi très strict pour son métier. Il était perfectionniste, oui. Voilà. Mais il paraît qu'il répétait quelquefois 3 mois un numéro de 3 minutes pour le cinéma. Oh oui, absolument. Et puis pendant les week-ends, quand tout le monde, parce qu'il faisait très chaud, on tournait dehors. Il faisait très chaud à Los Angeles. Tout le monde partait dans leur maison air conditionnée, leur piscine. Fred est resté avec son chorégraphe au studio, répéter. C'est extraordinaire. Oui. Et c'est pour ça que c'est une star mondiale et qu'on connaît encore ses films aujourd'hui. Absolument. Alors, à cette époque, vous êtes aux États-Unis, vous êtes éloigné de la France, et il y a une chanson qui, pour moi, correspond à cette question que vous êtes posée sur la France. Que fais-tu là? Fais-tu là? What do you do there? Que fais-tu là? Fais-tu là? Cette chanson, effectivement, c'est l'histoire d'un fantôme, c'est une chanson. Et je pense à cette chanson parce que elle est joyeuse. Et c'est vrai que vous vous êtes demandé ce que vous faisiez en France, ce que vous faisiez en Angleterre. Oui. C'est moi qui a fait la musique. Oui. Et Pierre Delanoë qui a fait les paroles. Pierre, avec son talent énorme. Et là, on a écrit cette chanson dans une petite pièce dans notre jardin, la Selle Saint-Cloud. et ça a très bien marché. Mais toutes les chansons que vous faisiez à cette époque-là se vendaient à 500 000 exemplaires, voire plus. Je ne sais pas, tout ce qui est chiffres, hein, oui. Vous savez. Mais c'était extraordinaire. Toutes les chansons que vous sortiez tous les 3 mois étaient au hit parade. Ah bon? Oui. Vous viviez ça normalement parce que vous étiez beaucoup plus en France qu'en Angleterre. Oui, mais tout le côté business de ce métier m'a jamais intéressé, franchement. Je chante parce que j'aime ça. Voilà. Alors, il y a une chanson aussi qui a été reprise aujourd'hui en souvenir de Jane Birkin. Et il ne faut pas oublier que cette chanson, c'est vous qui l'avez créée. Faut patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Une à une, les gouttes d'eau. Alors, cette chanson, Serge Gainsbourg l'a écrite en pensant à l'Angleterre et à la pluie. Je suppose. Serge, j'aimais beaucoup Serge. La première fois que j'ai rencontré Serge, il est venu à notre appartement à Paris. J'étais déjà un fan. J'aimais beaucoup sa voix, son style. Et il était très nerveux de me rencontrer. Et moi aussi, on était tous les deux comme ça. Et puis, il était 4 heures. Et j'ai dit, est-ce que vous voulez une tasse de thé, Serge? Il a dit, pas vraiment. Une bière? Ah oui, une bière. OK. Je cherche une bière et j'avais un piano, un magnifique piano à queue. J'étais très fière.
Alors, il met la bière sur le piano. Il commence à jouer et hop, la bière tombe dans Dans le le piano. piano. Alors, il était dans un état. Il a appelé son éditeur pour dire, bon, c'est cuit avec Petula. Elle va jamais chanter mes chansons. J'ai complètement ruiné son piano. C'est pas vrai. Mais on a fait pas mal de choses ensemble. Et puis, il venait presque toujours au studio quand j'enregistrais pour m'aider parce que c'était pas toujours facile, Serge. Il jouait beaucoup avec les mots. Oui. Non, j'aimais beaucoup Serge. J'aimais Jane aussi. Voilà. Mais vous avez connu Serge Gainsbourg à l'époque où il écrivait beaucoup de chansons pour les autres, au temps des yéyés, Oui. et il n'était pas encore l'interprète Eddie Gainsbourg. Non, il avait complètement changé, bien sûr. Mais le talent était là, toujours. Et il me faisait rire. Il jouait très bien le piano. Non, il avait tout. Et moi, j'ai trouvé Serge très attirant. Oui, et d'ailleurs, il y a un duo. Vous avez eu un top A de Petula Clark avec les Carpentiers, Ah oui. et vous chantez Lagadou en duo avec lui. Oui, oui, ça c'était drôle. C'était drôle. Oui. Les Carpentiers, hein, c'était une époque aussi fantastique. Ils avaient tellement de talent. Et vous, ça vous amusait beaucoup de venir faire des tas de choses dans les émissions. On chantait les chansons, bien sûr, mais on faisait les sketchs, on faisait les bêtises. Et je pense que le public a beaucoup aimé ça. Oui. Il y avait aussi le Sacha Show où vous appartenez Oui, bien sûr, régulièrement. Oui, j'ai chanté beaucoup avec Sacha. Voilà. C'était un copain. Voilà. Et vous avez même fait une tournée avec lui. Il y a une tournée. Une tournée. Oui, une des premières tournées avec lui, j'ai retrouvé des traces. Avec Sacha? Oui. Oula. Quelques semaines. Oui. Si vous dites, c'est oui. sûrement vrai. Alors, à cette époque-là, vous vous êtes demandé finalement, parce qu'à une époque, la France vous a un peu oublié, vous êtes parti aux États-Unis. Oui, parce que pendant tout ça, j'enregistrais toujours à Londres. Et il y avait un jeune producteur, Tony Hatch, qui est venu à Paris. Et puis il m'a dit, franchement, il faut que tu rechantes en anglais. Tout ça, le français, c'est allemand, italien, mais il faut que tu rechantes en anglais. Je dis, mais il faut trouver une chanson. Il a dit, j'ai commencé à faire cette chanson. J'ai dit, oui, je peux l'entendre. Il a dit, oui, c'est pas tout à fait fini, mais je peux jouer la mélodie au piano, le fameux piano. Alors, je vais dans la cuisine, bien sûr, pour faire une tasse de thé. Et la première fois que j'entends Downtown, c'était dans la cuisine. Incroyable. Oui. Et voilà, ça, c'était le début. Downtown, when you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. Le succès de cette chanson est incroyable, Petula. Énorme. On ne savait pas qu'on faisait un succès si énorme. On a enregistré ça à Londres avec grand orchestre live. Et la première fois que j'ai entendu l'orchestre jouer cette chanson, parce que la première fois que je l'ai entendue, c'était avec Tony au piano, c'est pas la même chose. Oui. Mais quand j'ai entendu cet orchestre, j'avais envie de chanter. Et c'est toujours un énorme succès. Je crois que le disque s'est vendu dès le départ à 3 millions d'exemplaires et que vous avez été numéro 1 au Billboard devant les Beatles. Oui, les Américains ont tout de suite adoré cette chanson. Comment ça s'explique ? Il y a certaines choses qu'on ne peut pas expliquer. La musique est bonne, les paroles aussi, les productions aussi. Et puis, ma voix était exactement ce qu'il fallait pour cette chanson. Mais on a fait beaucoup d'autres chansons après. Oui. Il m'a fait 15 énormes succès.
Oui, mais cette chanson, aujourd'hui encore, aux États-Unis, les orchestres et les fanfares défilent sur la 5e avenue avec Downtown. Oh, absolument. Oui, je me souviens, j'étais à New York, j'étais très jet-laguée, je suis très fatiguée, j'étais dans mon lit. Il était quoi, 9 heures le matin, et puis j'entends... Mais qu'est-ce que c'est ça? Et c'était de procession sur Fifth Avenue, 5e Avenue, et ils jouaient Downtown. Downtown, surtout pour les New-Yorkais, c'est un genre d'anthem. Toujours maintenant. Toujours maintenant. Et la chanson a été un succès en France, en Angleterre, en Hollande, en Norvège et en Australie. Oui, les succès, c'est comme ça, hein? Et vous avez eu l'Oscar de la meilleure chanson de rock'n'roll de l'année. Oui, c'est drôle, non? Oui. Ah, c'est pas exactement rock'n'roll, mais... Et j'ai un deuxième Oscar. Grammy. Oui. Grammy. On va en parler avec une autre chanson Oui, tout à l'heure. Mais en fait, aux États-Unis, pour les Américains, vous êtes une chanteuse de rock'n'roll, ce qui n'est pas le cas en France. C'est sur deux images différentes, Petula Clark. Je suis une chanteuse, alors je chante un peu de tout. J'adore le rock. Quand il y a eu tout ce scandale avec Johnny Hallyday, c'est pas la musique, c'est blablabla. Je comprenais pas. Moi, c'est bien. C'est bien, c'est spécial. Et puis maintenant, il faut dire que le rock and roll est dans toute la musique. Exactement. Et vous avez été une pionnière, justement, avec Johnny et quelques autres, de découvrir le rock'n'roll quand vous étiez en Angleterre et en France. Et puis, vous êtes devenue, je crois, citoyenne d'honneur de la ville de Reno, dans le Nevada. Ah oui. Oui. On vous a donné, après Downtown, vous avez été couverte de titres, de diplômes, de récompenses. Il y a beaucoup de drôles de choses, franchement. Quand je suis arrivée à New York, j'étais déjà une énorme vedette grâce à Downtown. Oui. Et ça continuait. Et j'ai chanté partout aux États-Unis, bien sûr à Reno, qui est dans le Nevada, mais Las Vegas, partout. Vous avez chanté au César Palace à Las Vegas? Bien sûr, oui. Mais bien sûr, tout le monde ne le fait pas, oui. Céline Dion l'a fait, Lynn Renaud l'a fait, et vous avez chanté longtemps au César Palace. C'est très particulier. Oui. C'est un endroit bizarre, Las Vegas. Moi, j'ai même une copine qui j'ai parlé avec elle hier, elle arrivait à Londres, à Heathrow. Ah oui, je viens de Las Vegas. J'ai dit, mais pourquoi? Ah, parce que j'aime ça. Je trouve pour une semaine de vacances, c'est merveilleux. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais à Las Vegas quand même? Pour moi, j'allais à Las Vegas pour travailler, pour chanter. Et c'était merveilleux de chanter là, parce qu'il y avait les meilleurs musiciens, un public fantastique, mais tout ce qui est le jeu, enfin, ça ne me touchait pas du tout. Eh ben, vous avez bien fait de chanter. D'ailleurs, il y a une autre chose importante dans votre vie, une autre date importante d'un concert exceptionnel qu'on va évoquer à travers une autre date, le 14 février 1974. À tout de suite sur Sud Radio avec Petula Clark. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité exceptionnel, Petula Clark. On vient de mesurer votre parcours depuis la guerre, les années 60, Downtown, c'est extraordinaire. Et il y a une autre date importante pour vous. Le 14 février 1974, c'est un concert exceptionnel au Royal Albert Hall de Londres. Et il y a un double CD qui sort justement avec la United Music Foundation, reprenant ces chansons. Et c'est vrai que ce concert au Royal Albert Hall a été historique pour vous. Oui, c'était. J'avais déjà chanté au Royal Albert Hall. On appelle ça RAH. R-A-H. Et c'est une salle qui a été construite par la reine Victoria à l'honneur de Albert, son mari. Oui. Et c'est fantastique comme endroit. C'est très grand, bien sûr. Mais au même temps, moi, je trouve, quand je suis sur scène à l'Albert Hall, je trouve ça intime. Il y a quelque chose de... Il y a de l'âme dans cet endroit. Et ce concert-là, c'est le concert de
Saint Valentine's Day. Saint-Valentin, Oui. la fête des amoureux. Oui, avec un orchestre symphonique. Oui. Et mon pianiste américain, franchement, moi je trouve qu'il faut écouter ce disque pour entendre ce monsieur au piano parce que il était un génie. Et c'était quand on chante à l'Albert Hall, c'est vraiment quelque chose. Hein? Eh ben, on va écouter un premier extrait justement avec une chanson aussi qui est très célèbre. Cette chanson, c'est celle qui vous a valu un second Oscar, je crois. That's I Know a Place. Oui, parce que j'ai gagné 2 Grammy Awards. Et moi j'ai eu beaucoup de awards, comment on dit ça? Les Oscars. Les Oscars pour beaucoup de choses, les disques en or et tout ça. Mais les Grammys, c'est spécial. Alors j'en ai 2. Voilà. Et cette chanson, effectivement, a une place avec un orchestre symphonique, c'était extraordinaire. Oui. Alors, le disque a été vraiment, je dirais, nettoyé, la bande originale par David Aziz, parce que c'est une pièce de collection, ce double album. C'était enregistré par la BBC. Oui. Et c'était bien enregistré, mais il y a quand même les petites choses que David a corrigées. Mais vocalement, c'est exactement comme c'était ce soir-là. Alors, la Royal Performance, vous y avez déjà participé à une soirée avec, et vous aviez été présenté, je crois, à la princesse Anne. Oui. J'ai rencontré toute la famille royale. Hein. Ils sont gentils, ça va. La reine parlait très bien le français. Oui. Je me souviens parce que j'ai tourné un film avec Peter O'Toole, Goodbye Mr. Chips. Oui. Et pour la première soirée à Londres, la reine était là. Et Claude, mon mari, était à côté de moi. La reine était devant nous. Oui. Et on était fatigués parce qu'on arrivait de Los Angeles, on était complètement jet-lagués. Alors le film commence et il y a Claude qui commence à... J'ai dit, mais c'était fini. Non, mais ça continue. Et il dit, mais j'ai vu ce film. J'ai dit, oui, moi aussi. Mais il y a la reine d'Angleterre devant nous quand même. C'est un effort. Ça s'est passé plus ou moins bien. Et après, on a rencontré la reine, bien sûr. Elle était absolument charmante. Elle a parlé en français avec Claude. J'ai dit, je suis désolée que vous êtes si fatigué, mais c'est un très bon film quand même. Elle avait parfaitement compris. Oui. Et le prince Charles était là ou non? Vous l'avez rencontré, le prince Charles qui est devenu le roi Charles III. Je l'ai rencontré, en fait, je l'ai rencontré à Blackpool ou Liverpool, quelque chose comme ça. Et lui très aussi, gentil. Très gentil aussi. Tous. Et tous vous connaissez et connaissez vos chansons. Oui, mais ils sont très au courant de tout, vous savez. Alors, ce qu'on ne sait pas souvent en France, c'est que vous avez fait des tas d'émissions de télévision comme animatrice. Il y a eu un show aux États-Unis qui s'appelait This is Petula, et il y a eu une autre émission de télévision aussi en Angleterre. Vous avez animé des émissions de télévision pendant des années. Non, j'avais mes émissions toutes les semaines. C'était une série, oui. Qu'est-ce que c'était comme émission? Vous présentiez des variétés? Un énorme orchestre, moi, je chantais et parfois les invités. Voilà. D'ailleurs, Sacha est venu, même beaucoup de gens formidables. Mais Sacha, justement, il a interprété avec Brigitte Bardot une chanson que vous avez reprise dans ce concert du Royal Albert Hall. Sunshine of My Life. Oui, Stevie Wonder. Exactement. Oui. Et c'est une très belle chanson. Merveilleuse. Et là aussi, mais vous vous rendez compte du travail que vous avez fait avec ces chœurs pour ce concert, avec l'orchestre symphonique? C'est important de faire une bonne préparation. Les répétitions sont importantes, pas seulement pour moi, mais pour les musiciens,
que tout soit en place pour le son, pour les lumières. C'est un spectacle comme ça, ça se fait pas tout seul. Hein. Mais vous avez toujours beaucoup travaillé, Petula Clark. Je suppose, oui, mais c'est un travail tellement plaisant. Pour moi, c'est presque pas de travail du tout. Alors, il y a quand même eu un tournant, parce qu'un jour, vous avez joué la Mélodie du Bonheur, et là, ça vous a donné envie de faire des comédies musicales. Oui, mais j'aime ça. La comédie musicale, c'est plaisant parce qu'on peut chanter et jouer. Je ne suis pas seulement une chanteuse. En fait, quand j'étais toute petite, je voulais être actrice. Je voulais être Ingrid Bergman. Voilà. Et je crois d'ailleurs que vous avez vu un jour au théâtre Mary Stuart, quand vous étiez enfant, et ça vous a beaucoup marqué. Alors, ouais, mais ça, c'est très vieux. Comment est-ce que vous avez trouvé ces histoires? Oui, c'est vrai. J'étais très jeune et mon père m'a emmené voir Flora Robson, qui était une très grande actrice, pas belle du tout, mais une actrice extraordinaire. Ah, j'étais là. Et puis, quand on est sorti, on est monté sur le bus en haut. Et puis, j'étais complètement silence. Et puis, mon père m'a dit, mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je veux être actrice. Et donc, vous avez été actrice et chanteuse parce que la Mélodie du Bonheur, c'était la première d'une série, puisqu'il y a eu d'autres comédies musicales ensuite, à Broadway notamment. Il y a Blood Brothers. Oui. Oui. Qui était un drame musical. Oui, c'est très dramatique, oui. Avec David Cassidy, qui jouait mon fils. Et oui, il y a quelque chose de spécial qui arrive dans une comédie musicale quand c'est bien fait. Parce que les gens sont touchés pas seulement par l'histoire, mais par la musique, par la voix. J'aime beaucoup faire ça. Et c'est Blood Brothers, c'était l'histoire d'une pauvre femme abandonnée par son mari avec ses enfants et qui devait tout faire pour s'en sortir. Exactement. Et ça n'a pas empêché de continuer à faire des chansons. Et dans cet album, dans ce double album du Royal Albert Hall, il y a également celle-ci. C'est extraordinaire aussi parce que Jésus-Christ Superstar, on parle de comédie musicale, vous l'avez chanté. Ça, c'est Jesus Christ Superstar. Exactement. Oui, que j'ai jamais joué sur scène. Mais je connais très bien les gens derrière tout ça. Et c'est très puissant, ça a beaucoup changé. Il y a actuellement à Paris West Side Story qui jouait. Et je me souviens, la première fois que j'ai vu ça à Londres, tout le monde était complètement ébloui par ça, parce qu'avant, les comédies musicales, c'était par... Et là, c'était un vrai drame avec la musique. Voilà. Et alors, il y a une anecdote que Régine m'a racontée un jour. West Side Story est montée à Paris. Elle va aux répétitions et elle voit les comédiens s'échauffer sur un rythme qu'elle ne connaît pas. Elle a trouvé le disque et c'était le twist. Oui. Et elle a découvert le twist en voyant les répétitions des comédiens de West Side Story. C'est parfait. C'est extraordinaire. C'est drôle. Alors, vous avez fait d'autres comédies musicales, parce qu'il y a eu aussi Sunset Boulevard, qui a été aussi qui est au théâtre un immense succès. Vous avez joué Sunset Boulevard. Ouais. Ah oui, là, oui, je ne voulais pas le faire. Ah bon? Non. Je suis rentrée de l'Amérique où j'avais vu Sunset Boulevard à Broadway. Et j'ai trouvé que c'était somptueux, magnifique et tout ça, mais ça m'a pas touchée du tout. Il n'y avait pas d'émotion. Alors, quand je suis rentrée, il y a le téléphone, hello, yeah. Et c'était le bureau de Lloyd Webber. Oui. Ah oui. Est-ce que vous pouvez venir? On va vous parler. Alors, le metteur en scène, qui est probablement un des meilleurs metteurs en scène du monde, était là. Et lui, il avait décidé que c'était moi qui allais jouer ce rôle. Oui. Et moi, j'avais décidé non. Alors, on a passé 1 heure ensemble
oui, non. Et je suis partie, toujours avec tout ça, je ne savais pas quoi dire. J'ai pris un taxi de Covent Garden, là où on était pour ce meeting, à Chelsea, où j'habitais. Et il y avait un jeune chauffeur de taxi, skinhead, Oui. genre de punk. Oui. Alors, Petula, vraiment comme ça, gentil. What are you doing? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Et j'ai expliqué un petit peu mon problème. Est-ce que je fais ça ou non? Bon, ça a pris 20 minutes, le voyage. J'arrive, je paye le chauffeur de taxi, et j'ai dit alors. Il m'a regardé, il dit, oh yeah, do it, fais-le. Et vous l'avez fait, Oui. 2 millions de spectateurs. Exactement. Alors, vous y habitez en Suisse, mais vous avez vécu en Suisse à côté d'une légende du cinéma dont vous avez chanté la bande originale du film. This is my song. Here is a song, a serenade to you. La comtesse de Hong Charlot, Kong, oui. Charlot, car vous avez vécu à côté de Charlie Chaplin. Oui, bon, à côté, bon, il habitait de l'autre côté du lac, je ne l'avais jamais rencontré. Oui. Mais après le succès mondial de cette chanson, j'ai eu un coup de téléphone. Mr. Chaplin would like you to come and have tea. Il aimerait que vous venez prendre le thé avec lui. OK. Alors on est parti et puis on frappe à la porte s'ouvre et voilà Charlie Chaplin. Il était petit, Oui. avec les cheveux blancs. Oui. C'était un vieux monsieur, mais heureux comme tout. Et on a passé un après-midi extraordinaire. On a ri. Il m'a fait jouer le piano, comme ça il a pu danser. C'était un de ces moments inoubliables. Eh ben, un moment inoubliable, on vient d'en vivre un avec vous, Petula Clark, car vous accueillir à ce micro à Sud Radio était un privilège et un bonheur. Vraiment, vous avez des souvenirs extraordinaires et j'espère que vous allez remonter sur scène un jour ou bientôt, on ne sait jamais. Pour le moment, c'était un peu difficile. Claude, mon mari, ne va pas très bien, alors je suis restée à Genève et je fais la cuisine. Oui. Ouh là là. Ça, c'est pas mon truc. Hein. Mais petit à petit, ça vient. Voilà. Et je m'occupe de lui. Voilà. Ben, occupez-vous bien de lui et puis revenez sur scène quand même. En attendant, on va écouter ce double album réalisé grâce au travail de David Aziz sur ce Royal Performance de 1974. Merci infiniment d'avoir pris le temps de passer par les studios de Sud Radio. C'était une grande joie. Et vous revenez quand vous voulez. C'est gentil. Merci Petula Au revoir. Clark. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Vous restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.